Très bien, je pense qu'on peut commencer. À nouveau, je m'appelle Steve Sarah. Je suis conseiller de WASH et comme vous savez, ProWash cherche à offrir du soutien à nos partenaires pour renforcer la qualité des interventions WASH à travers le partage des connaissances. Ça, c'est le troisième webinaire d'une série de 3 parties. Aujourd'hui, on va parler de comment les résultats de 2 études qui ont déjà été présentées sur les voies d'exposition aux pathogènes sont utilisées par des partenaires d'exécution. Avant de commencer, je voulais que tout le monde sache qu'il y a disponible un service d'interprétation français. Si vous voulez suivre l'événement en français, veuillez cliquer sur le petit globe en bas de votre écran où est écrit le mot interprétation. Une fois choisi la langue, vous pouvez opter pour éliminer l'audio de base ou vous pouvez entendre l'audio à un volume plus bas. Si vous avez des problèmes techniques, envoyez un message à ProWash et on fera de notre mieux pour vous aider. Si vous avez des questions pour les panélistes aujourd'hui, on voudrait que vous posiez les questions sur le chat en bas de votre écran et on va réserver du temps à la fin pour des questions, des réponses après la table ronde. Ceci dit, je voudrais présenter Caroline Dallaire, notre modératrice aujourd'hui. Caroline est la directrice de recherche et programme à l'Institut Acquia. Elle va faciliter la discussion d'aujourd'hui. Merci, Caroline. Merci, Steve. Et bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout notre public. C'est un honneur d'animer cette dernière webinaire de la série. Je vais vous donner une brève description de cette séance. On va commencer par 2 présentations de résumé par 2 chercheurs. John Mboya, qui est directeur de recherche de l'IPA, qui va présenter des résultats de l'étude de Kenya, et Chloé Poulin, qui va présenter les résultats de l'étude de Madagascar. Juste après, on va avoir une discussion de table ronde où je vais modérer les questions à 2 de nos panélistes, Lominito Lomura et conseiller au Kenya pour le renforcement du système de santé, et Yves Rassolo-Foneri de l'activité Fiovana du USA à Manakara. On va pouvoir écouter les questions qui sont postées sur le chat. Je vous encourage de E. coli qui ont été ingérés par jour. Et vous pouvez voir que la quantité de colis ingérés par jour augmente selon l'âge, qui est cohérent avec le développement de l'enfant. Lorsque les enfants grandissent, ils boivent plus, ils mangent plus, ils interagissent plus avec des environnements contaminés. Vous pouvez apprécier que la quantité de E. coli par jour passe de 10 mpn, c'est-à-dire mpn, c'est le numéro le plus probable, de 0 à 6 mois jusqu'à 188 pour 7 à 12 mois, et jusqu'à 213 mpn pour la catégorie de 13 à 24 mois. Le deuxième résultat, c'est que la voie d'exposition principale varie selon l'âge. Pour le 0,6, c'est
principalement les contacts de la main à la bouche pour 7 à 12 mois. On a 3 voies d'exposition importantes. Le contact de main à la bouche, l'eau de boisson et le sol. Et la nourriture cuite était seulement 10%. Pour la troisième catégorie, on a 3 voies d'exposition différentes. Pour le groupe spécifique, la nourriture cuisinée est la voie principale. Après la, l'eau de boisson et le contact, la main à la bouche et la dernière voie d'exposition est le sol pour cette catégorie d'âge. On a aussi réalisé des analyses de pathogènes qui ont suggéré que les selles d'animaux étaient la principale source d'infection au-dessus de les selles d'enfants. Et les mains des enfants étaient le compartiment le plus contaminé, suivi par le sol et l'eau de boisson, ce qui implique que la principale source était la contamination par les selles d'animaux. Merci. Merci, Chloé. On va passer maintenant à la présentation sur le Kenya. Merci. Je m'appelle John Mamboya. Je vais vous montrer les résultats du Kenya. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Transmission des pathogènes. Notre principal objectif était de comprendre comment on transmettait les E. coli à des enfants de moins de 2 ans dans le nord du Kenya, qu'on a réalisé sur 2 sites, 2 comtés, Turkana et Samburu. Turkana Sud, Samburu Nord. On a pris des échantillons sur 50 ménages dans chaque site et les critères étaient tout ménage avec un enfant de 2 ans d'âge ou moins de 2 ans d'âge. Et on a recueilli des échantillons, l'eau de source, l'eau stockée, les sols, et on a quantifié le E. coli. Et un des résultats ici, c'est on a trouvé que l'eau stockée, que le E. coli était principalement trouvé dans l'eau stockée, suivi par des objets contaminés, suivi par le sol. Mais l'eau stockée était plus probable d'être contaminée que les autres sources. On a trouvé de quantités élevées de E. coli dans la nourriture pour les enfants qui avaient déjà commencé à recevoir de sources complémentaires d'alimentation. Suivante, s'il vous plaît. Oui, on a également fait cela selon les réponses. On voit que les enfants de 6 à 11 mois ici, la nourriture principalement est suivie par l'eau pour le 12 à 23. Mais la nourriture ici est une des principales voies de transmission. On a également étudié, on a fait une analyse quantitative microbienne et on a trouvé que les aliments étaient la voie de transmission dominante pour les enfants qui avaient commencé un programme d'alimentation complémentaire avant la fin de la période de 6 mois d'allaitement maternel.
Ici, on a identifié de multiples voies de transmission et les enfants prennent des objets du sol. Et là, il y avait beaucoup de colis. Très bien. Merci. Merci, Mboya. Merci. Merci d'avoir partagé les résultats de votre recherche. Et maintenant, je vais demander aux membres du panel d'allumer leur appareil. Et en ce faisant, je voulais offrir à notre table ronde une perspective sur pourquoi, à mon avis, cette étude est importante pour le secteur WASH. Il y a quelques années, deux grandes études, une de Bangladesh, une de Kenya, sont apparues et ont vraiment agité le secteur. Les études des bénéfices WASH, elles ont été transformatrices parce qu'elles ont démontré que les interventions traditionnelles WASH, le traitement d'eau dans le ménage ou les latrines améliorées n'étaient toujours pas suffisantes pour améliorer la santé des enfants. Et la première réaction du secteur WASH à ces études était le déni. C'est comme ça que moi je l'ai interprété. Beaucoup de gens ont dit, oh, ça doit être vrai là, mais c'est pas vrai chez moi, ou les chercheurs se sont courés. Bah, mais après cette période de déni, le secteur WASH s'est regroupé et a pensé, bon, peut-être que là, on est resté à côté de la plaque collectivement. Et ça a mené à beaucoup de recherches sur les voies de transmission des pathogènes. Peut-être que l'accès à, à l'eau saine et à des toilettes améliorées n'interrompent pas toutes les voies de transmission d'infection aux enfants. Aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'infection. Le cœur de recherche que ces deux études viennent à augmenter, inclut maintenant le sol, le contact de la main à la bouche, les selles d'animaux, tous ces facteurs-là jouent un rôle important dans l'infection d'enfants. Donc, je pense que ce genre-là d'études dont on vient d'entendre parler représente une nouvelle tendance, qui émerge de cette reconnaissance précédente que les interventions traditionnelles WASH ne sont pas suffisantes. Il faut y réfléchir davantage. Ceci dit, je voudrais demander à nos deux panélistes qui gèrent nos programmes dans le champ sur comment ils croient pouvoir appliquer le résultat de cette recherche à leur programme. Je vais commencer par une question très directe. Parmi les résultats qu'on vient d'entendre, que vous avez lus au cours des derniers mois, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné ou que vous n'auriez pas attendu? Lominito, on peut commencer par vous. Merci, merci et bienvenue pour cette étude spécifique. La plupart des preuves qui ont émergé, on s'y attendait, mais il y a eu quelques zones d'étonnement, dont une dans Sambura North et Stankura South. Ce sont des zones prédominantement agro-pastorales.
Et on a été étonné par le fait que on a eu plus de diarrhées dans Turkana South vis-à-vis de Tamburu North, ce qui veut dire que nous pensions que les contextes étaient les mêmes, mais il y avait quelque chose de différent. Et deuxièmement, les pathogènes eux-mêmes, on était étonnés que, par exemple, dans l'eau stockée, on comprenait que lorsque l'eau était stockée par décantation, il y a un minimum d'infections bactériennes, mais cette étude indiquait que l'eau stockée avait plus de E. coli, ce qui met en question notre croyance qu'il y aurait moins de pathogènes dans l'eau stockée et il faut continuer à traiter l'eau. Donc, et une troisième conclusion, c'était que les enfants de 6, les diarrhées chez les enfants de 6 à 11 mois qui semblaient plus élevées que les enfants plus jeunes. Ceci nous a incité à réfléchir quelles sont les pratiques qu'il faut souligner donc pour les enfants de plus bas âge. Voici quelques conclusions de ces études. Yves, je vous passe la parole. Merci à tous. Pour nous, ces résultats sont plus ou moins prévisibles et viennent en confirmation à ce que l'équipe constate quotidiennement sur le terrain. En effet, la pratique d'hygiène dans nos communautés sont assez déplorables dans la zone où Fiuvana interviennent. En partant de ces constats au début du projet même, et même avant la mise en place du projet, ADRA a mis en œuvre des approches qui visent à réduire la propagation de ces pathogènes pour les enfants à travers des activités de sensibilisation sur les lavages des mains avec du savon, la promotion des dispositifs de lavage des mains avec les matériaux disponibles localement et ne requérant pas beaucoup d'investissement pour les participants, ainsi que la promotion de l'assainissement total au sein de la communauté et la sensibilisation sur la construction et l'utilisation des latrines. Il est quand même nécessaire de noter que le taux de transmission des pathogènes à travers les différents vecteurs nous ont un peu étonnés. Par exemple, on n'avait pas pensé, on n'avait pas prévu que les aliments cuits pourraient encore être des vecteurs de transmission des pathogènes. Ce n'est pas l'aliment cuit proprement dit qui transmet les pathogènes, mais les ustensiles utilisés pour la consommation. Donc, ce qui nous a amené à réfléchir sur les mesures à prendre pour pallier à la transmission de ces pathogènes. C'est ce qu'on a surtout appris de ces études. Merci. Thank you very much to both of you. Merci à vous deux. Je trouve cela toujours très intéressant d'identifier quels sont les résultats de recherche. Pour résumer,
Si je combine vos réponses, vous étiez étonné que l'eau stockée et la nourriture cuisinée ou cuite puissent être des voies de transmission luminito. Vous avez mentionné que vous étiez étonné que le risque d'infection augmente avec l'âge, ce qui est commun entre les deux études, les plus bas âges, puisqu'ils allaitent, sont moins exposés dernièrement que les voies de transmission qui sont les plus importantes varient selon le contexte. On a vu ça entre les deux pays, c'était une situation différente et je pense que vous avez parlé de différentes comtés dans le Kenya qui avaient une situation différente. Merci. Je voulais comprendre mieux le processus moyennant lequel vous aviez, entre guillemets, digéré ces résultats. Comment est-ce que vous les avez remarqués avec vos équipes et quels étaient vos changements d'opération sur le champ? Je voudrais voir comment vous êtes passé de résultats de recherche jusqu'à la mise en œuvre, si vous pouviez décrire cela pour nous. Et on va changer l'ordre. Cette fois-ci, on va demander à Yves d'intervenir en premier lieu. Oui, merci pour nous. Tout d'abord, on a fait une dissémination des résultats avec l'équipe du projet et les responsables régionaux concernés par l'étude, c'est-à-dire les directions régionales des ministères en charge de volet WASH, de la santé publique et de la nutrition. Cette approche nous a permis de les informer d'abord, de les impliquer et de les engager dans la lutte contre la propagation de ces pathogènes en les invitant à travers des travaux de groupe à formuler des recommandations et des plans d'action pour faire face à la propagation des pathogènes. En deuxième lieu, nous penserons organiser d'ici peu les disséminations pour toute l'équipe de terrain du projet. Ce sont les superviseurs de terrain et les animateurs, en y intégrant toutes les mesures d'accompagnement, les adaptations de nos approches, suivant les recommandations de l'étude et les plans d'action issus de la discussion avec tous les acteurs concernés par cette étude. Ces adaptations permettraient d'améliorer la condition sanitaire et hygiénique de nos participants et impacteront surtout sur la santé et la nutrition des enfants de 6 mois à 2 ans, qui sont les plus concernés par les transmissions des voies pathogènes. Merci. Thank you very much, Yves. Lominito, would you like Merci, Yves Lominito. Est-ce que vous voudriez réfléchir à la même question? Merci, Carole. Le processus pour lequel on a divulgué les résultats de l'étude avec la communauté a commencé par des réunions de la communauté où on a recueilli cette étude. On a organisé une réunion de communauté pour chaque comté. Et dans cette délibération, on a eu les membres des foyers, le leadership local, le département de santé, les représentants d'éducation qui participaient à la réunion de la communauté et ont posé la question, seulement une, comment fonctionnait le processus de ramassage de données et que ressentaient eux
vis-à-vis de WASH et la présence de pathogènes dans leur environnement. Il était intéressant de savoir de la bouche de la communauté que pour eux, il était normal d'interagir avec la matière fécale des animaux. Ils assument que c'est normal. Pour eux, ils considèrent qu'ils ne sont pas contaminés par le sel d'animaux. Et on a pris cela comme un processus à partir duquel on pouvait entamer une discussion avec les communautés pour leur faire comprendre que les pathogènes sont présents dans l'environnement, dans la matière fécale des animaux. Au niveau de comté, on a eu 2 réunions. Une réunion par comté, on a réfléchi aux résultats de l'étude et on a eu de bonnes suggestions, une bonne compréhension des voies de transmission et ce qui a validé les mêmes voies des expositions. Il y a eu des questions. Si les enfants, si on pouvait la nourriture stockée pour l'enfant, si les enfants pouvaient réchauffer la même nourriture avant d'alimenter l'enfant, on a été demandé à réfléchir aux aliments spécifiques qu'on donne aux enfants. Et il fallait aussi comprendre comment le stockage d'eau et comment on traitait les sources d'eau et comment stocker l'eau dans chaque foyer. On a eu cette interaction et je pense que ça a été très utile pour nous faire comprendre les pathogènes dans le contexte de ces 2 comtés. Merci à vous deux. Je voudrais passer la parole à nos 2 chercheurs, Chloé et Mboya, avec les mêmes questions. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de surprenant dans la recherche que vous aviez dirigée et quel était le processus que vous avez suivi pour transmettre le résultat de recherche à vos équipes de programme et si ça vous a enlevé de vos zones de confort. Chloé, est-ce que vous pourriez briser la glace? Oui, merci Caroline. Oui, pour Madagascar, on a réalisé des analyses E. coli et on a comparer les résultats avec de différentes analyses de pathogènes. Et pour le E. coli, je n'ai pas présenté ce résultat, mais le comportement principal était le sol et l'eau de boisson. Et les mains des enfants. Mais lorsqu'on a réalisé l'analyse des pathogènes, on a découvert que les mains d'enfants étaient la zone environnementale la plus contaminée par les agents pathogènes, ce qui m'a étonné, ce qui démontre qu'une simple analyse de colis n'aide pas à comprendre pleinement la contamination fécale dans des différents compartiments environnementaux. La deuxième partie de votre question, personnellement, j'aime travailler avec l'équipe sur le terrain. Et oui, c'était un peu en dehors de ma zone de confort pour traduire les résultats scientifiques dans un langage que tout le monde pourrait comprendre. Il était bon de pouvoir comprendre, d'avoir des perspectives des gens qui sont directement sur le terrain, qui travaillent de manière quotidienne avec les communautés, avoir leur retour en termes d'une recommandation pour comprendre ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable et ce qui doit être souligné dans la culture locale. Et je pense qu'il devrait y avoir plus de ponts entre les scientifiques et les exécutants sur le terrain. Effectivement, merci Chloé.
Mboya. Merci, Caroline. Une des choses qui nous a étonnés, c'était que on avait dit très souvent, on voyait, on soupçonne qu'il y a d'autres pathogènes gastro-intestinaux qui pourraient expliquer la prévalence de diarrhée, même avec des niveaux relativement bas de E. coli. On pense qu'il peut y avoir d'autres bactéries qui pourront y contribuer entre 3 et 5 mois et 6 à 11 mois. Je pense que cette tranche d'âge de 6 à 11 mois, on s'attendait à ce que ce soit commun en ce qui concerne les diarrhées parce que les enfants ont commencé déjà à prendre de la nourriture solide, mais de 3 mois à 5 mois, c'est très rare. Donc, on s'attendait, on espère que ces analyses répondent à ces surprises. Comment divulguer ces résultats comme Lominita a mentionné? On a organisé des réunions sur le terrain et quelques-unes de ces réunions incluaient des groupes de discussion avec les participants à l'étude et on considérait que c'était très important et on a partagé les résultats résumés avec les participants. Et je pense que le fait que dans un des groupes, le fait que l'eau stockée était plus contaminée que les échantillons de l'environnement surprenaient, étonnaient les soignants et les mères, ce qui les a menés à réfléchir aux interventions qu'elles pourraient réaliser en tant que mère depuis le foyer. Il y a eu certaines choses qu'elle considérait qu'elle pouvait faire immédiatement sans attendre le gouvernement et d'autres parties prenantes ou d'autres groupes des partenaires de l'Omenitos. Je pense que nous avons considéré que c'était un avantage pour les participants. Et l'autre chose qu'on a fait était de partager ces résultats avec nos partenaires et le gouvernement du comté. Et les agents de santé faisaient partie de cette équipe et on considère que ces résultats pourraient être introduits dans dans le travail quotidien dans les communautés. Et ces résultats pourraient être intégrés dans le programme de développement du pays. Il pourrait y avoir des interventions au niveau plus locaux. Et l'apprentissage de la réunion des partenaires était le besoin d'une approche multisectorielle pour cette composante WASH. Le bétail, la santé publique doivent travailler ensemble pour réduire les voies de transmission de pathogènes. Merci à vous deux. Donc, une question maintenant pour Lominito et Yves. Est-ce que vous pourriez énumérer quelques-unes des activités pratiques que vous avez l'intention de mettre en œuvre dans vos programmes comme résultat de cette recherche? Est-ce qu'il y a des nouvelles interventions que vous allez inclure qui n'étaient pas incluses auparavant? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples spécifiques sur exactement comment vous adaptez les programmes? Peut-être Yves, vous pouvez passer en premier lieu. Merci Caroline. Pour notre part,
les résultats nous incitent à accentuer nos interventions sur l'hygiène, surtout l'hygiène des mains. Nous allons renforcer les campagnes de sensibilisation sur le lavage des mains pour que ce soit vraiment effectif. La recherche a montré que même s'ils déclarent qu'ils lavent les mains, les chercheurs ont constaté que le lavage des mains n'est pas vraiment vérifiable. Donc, nous focalisons nos activités sur l'appui de cette pratique à travers la promotion, la sensibilisation sur l'utilisation des dispositifs de lavage des mains disponibles localement, étant donné que nos zones d'intervention ne disposent pas encore de l'eau courante. Donc, dans les campagnes, il n'y a pas d'eau courante. Les gens sont obligés de puiser de l'eau là où ils trouvent. Et cela nous amène aussi à accentuer nos travaux sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour nos communautés. Donc, ces deux points sont les plus marquants pour l'adaptation, l'amélioration de nos activités. C'est déjà programmé, mais on va intensifier ces aspects. De même pour les latrines. La sensibilisation sur la lutte contre la défécation va être accentuée et de même nous travaillons avec des groupes communautaires, surtout des jeunes et des leaders traditionnels avec lesquels nous avons fait des plaidoyers pour qu'ils soient des précurseurs pour le changement de comportement en matière de défécation à l'air libre. Donc, on essaie de réduire autant que possible la défécation à l'air libre, étant donné que les 3 régions où FIOVAN travaille sont les derniers en matière d'assainissement à Madagascar. Donc, c'est un défi, mais on va y travailler. De même, pour les interventions en matière d'élevage, l'une des recommandations était le confinement des animaux dans des zones où les enfants seraient découragés d'y jouer. Pratiquement, c'est assez difficile, étant donné que la pratique, c'est l'élevage dans des grands pâturages. C'est une pratique et une culture dans les régions où FIOVAN interviennent. Donc, on sensibilise les gens à limiter l'accès des enfants à ces zones et de mettre en place des aires de jeu spécifiques pour les enfants de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec les fesses des animaux. De même aussi, pour les revêtements de sol, c'est un grand défi étant donné pour que nos communautés sont parmi les plus défavorisées du pays. Donc, on travaille là-dessus pour voir comment on pourrait améliorer
le revêtement de sol au niveau de la communauté, en surtout plaidoyer pour qu'ils utilisent des matériaux genre palatome et des nattes propres pour que les enfants en bas âge puissent y jouer. Je pense que c'est à peu près les activités qui ont été surtout impactées par les résultats de ces activités en dehors des autres promotions liées au changement de comportement. Je tiens à souligner que c'est renforcé aussi que c'est surtout les enfants entre 6 mois et 24 mois qui sont les plus touchés par ces contacts avec les pathogènes. Merci. Thank you very much, Yves. That was very interesting. Merci Yves, c'était vraiment intéressant. Lominito, et qu'est-ce que vous diriez de votre programme au Kenya? Merci. Ce que cette étude montre pour nous, c'est que, surtout en ce qui concerne les voies de transmission, on examine les routes de pathogènes qui ont été ignorées par les communautés pastorales dans les régions arides du Kenya. Et nous considérons que les implications de ces études impliquent des changements de comportement social qui examinent l'interaction des gens et les gardiens des animaux. Comment ils manient leurs enfants. C'est une voie de transmission importante qui a été vraiment ignorée. Et les résultats montrent qu'on peut on peut transmettre les restes de matière fécale dans cet environnement. On aura des discussions. Ça dépend aussi du contexte. Les changements comportementaux à travers l'interaction des êtres humains avec les animaux est focalisé. Quand les foyers arrivent à une vache, comment est-ce qu'elles assurent l'hygiène des mains et toutes ces conduites qui réduisent la transmission des pathogènes? On examine cet aspect comme une donne importante pour nous et aussi la question de l'allaitement maternel exclusif et l'alimentation complémentaire et parler aux communautés et réduire la contamination pendant la période complémentaire et aussi la mise à l'échelle les approches communautaires. Par exemple, l'utilisation de latrines, le lavage de mains au moment critique, c'est très important pour assurer que nous ne relâchons ou qu'on met plus l'accent sur les pratiques de hygiène ou d'assainissement communautaire. À l'heure de gestion d'eau, en ce qui concerne l'isolement des agents pathogènes, on peut renforcer la capacité de santé primaire. Ils luttent pour identifier ces pathogènes. Les laboratoires ont des services réduits. En sélectionnant les agents pathogènes les plus importants, les agents de santé communautaires peuvent traiter de manière aisée
les diarrhées avec les ressources limitées dont ils disposent. C'est ce qu'on explore comme projet pour exploiter les résultats de cette étude. Merci. Je vous remercie, Yves et Lomanito. Vos réponses ont été vraiment éclairantes. Vous avez parlé d'interventions telles que le lavage de mains, une réduction de la défécation à l'air libre, réponse traditionnelle, mais vous avez signalé d'autres réponses non traditionnelles, par exemple, séparer les zones de pâturage des zones d'air de récréation pour les enfants et couvrir les sols avec une nappe propre, l'importance de bonnes pratiques de traitement des aliments. Toutes ces autres interventions sont des choses que n'étaient pas aussi présentes dans le discours WASH il y a 10 ans. C'est vraiment une nouvelle manière de réfléchir à WASH de manière intégrale qui a été amenée par cette recherche. Je pense qu'il était vraiment intéressant de voir comment ça a impacté sur vos programmes. Merci à vous deux. Merci à vos non-chercheurs. On dispose de 12 minutes jusqu'à la fin de notre séance aujourd'hui et je voudrais retransmettre des questions du public. N'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat et vous pouvez adresser vos questions à n'importe quel présentateur d'aujourd'hui et vous pouvez les écrire en n'importe quelle langue, en anglais ou en français, je veux dire. Quelqu'un demande sur le rôle du changement de conduite. Et donc, plusieurs des voies de transmission dont on a parlé vont exiger une modification des conduites et vous avez tous les deux parlé de campagne de sensibilisation. Est-ce que vous pourriez nous dire si, à votre avis, les campagnes de changement de conduite pourraient être efficaces et lesquelles seraient les plus difficiles à changer? Lomanito, est-ce que vous voudriez commencer? Oui, je pense que cette question est plus pertinente au contexte de Turkana et Samburu au Kenya, qui sont des pastoralistes. Comme vous dites, pour tous ces pathogènes, on a interagi dans un environnement où on pense à l'interaction avec les enfants. Le défi est comment séparer les pastoralistes, leur bétail, qui est la source de leur gagne-pain, leur gagne-pain, à la lumière et d'assurer une réduction des pathogènes dans cet environnement. Les séances où on démontre les foyers qui ont interagi avec le bétail et on a des cas de diarrhée qui contribuent à la malnutrition, par exemple. Ça, c'est une opportunité qu'on va exploiter pour permettre que les communautés apprennent. Je veux dire apprendre dans le sens où on a une réduction de contact à travers l'utilisation de quelques méthodes traditionnelles, par exemple, comme le lavage de mains. On va pouvoir obtenir une réduction des pathogènes fécales orales. Et pour ça, la sensibilisation est très importante. Ça reflète le contexte. Très souvent, lorsqu'on parle des messages, on oublie que dans quelques-uns de ces contextes, la disponibilité d'eau est un défi. On a des ressources d'eau limitées. Donc, comment tirer profit des ressources dont ils disposent pour promouvoir l'hygiène? On pense vraiment que
SBC, je pense que c'est la sensibilisation est très importante. Donc, dans ce contexte. Ah, l'SBC, c'est le changement de conduite sociale. Yves, je vous passe la parole. Merci, Caroline. Pour notre part, le plus grand défi était la précarité des gens. Ces gens sont extrêmement pauvres. L'insécurité aussi étant, et ils ont tendance à garder leurs animaux près d'eux. Donc, c'est un facteur handicapant pour l'hygiène. Les gens ont peur qu'on leur vole leur bétail, leurs animaux et les campent près de la maison ou parfois même sous la maison pour les maisons surpilotées. Donc, le contact avec le fécès des animaux est vraiment un facteur, un grand danger pour les enfants. Toutefois, nous prévoyons d'intervenir sur la sensibilisation pour le changement de comportement des gens. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure d'aménager ces aires de jeu pour protéger l'accès de ces enfants aux fesses, l'accès de la liaison des fesses des animaux avec les enfants. Et on a aussi prévu d'intervenir sur l'amélioration de la qualité de l'eau fournie à travers la mise en place de générateurs de chlore dans nos zones d'intervention de façon à ce que l'on puisse traiter l'eau à consommer. De même, pour nous, le changement de comportement réside aussi sur la pratique qui est ancrée dans l'habitude de la population, c'est-à-dire les gens cuisent leurs aliments, mais ne désinfectent pas leurs ustensiles de cuisine. Donc, manger des aliments propres dans des ustensiles pas vraiment propres, ça donne encore beaucoup de risques d'infection pour les enfants. Donc, nous travaillons là-dessus pour changer ces comportements, introduire l'habitude pour les familles de bien nettoyer les ustensiles de cuisine, utiliser des outils propres pour la préparation des aliments, de façon à ce qu'on évite la contamination des aliments. C'est ce qu'on a surtout appris durant ces études, en dehors de ce qu'on a fait déjà, pratiqué jusque-là. Et on a aussi opté pour les ménages modèles pour véhiculer les informations d'hygiène auprès de toute la communauté. Ces ménages modèles qui pratiquent ces bons comportements servent de pionniers et de parrains pour les autres ménages de la communauté. Merci. Thank you very much.
One final question for our two researchers, and I would appreciate if you can respond in 1 minute or less. Une dernière question pour nos chercheurs. Vous avez 1 minute. Est-ce que vous considérez que la saison, le climat peut affecter la charge de pathogènes dans l'environnement sur les principales voies de transmission de pathogènes sur la base de vos recherches? Est-ce que vous avez des perspectives spéciales? Oui, oui, effectivement, on a lancé notre étude en Madagascar en janvier, mais il y a eu 2 cyclones qui nous ont obligés de arrêter. On peut reprendre notre activité après le cyclone, mais on a pu comparer la situation et on a trouvé que le sol était beaucoup plus contaminé après le cyclone parce qu'on considère que toutes les pluies et les inondations ont disséminé toute la contamination partout. Dans le cas de Madagascar, les pluies intenses vont affecter le sol et c'est pour ça qu'on encourage les gens à développer des campagnes d'hygiène, surtout après des pluies intenses comme celle-ci. Merci, très intéressant. Et au Kenya, Mboya, oui, il y a une variation saisonnière et les 2 endroits où on a mené à bien cette étude, Turkana est plus aride et par rapport à Samburu et le sol est sablonneux. Donc, les températures sont plus élevées et les pathogènes ne vont pas durer. Donc, ce qui réduit la contamination sur les superficies par rapport à Samburu, parce que là, quand il pleut, la charge de pathogènes augmente. Merci, merci vous deux. Merci à tous, aux présentateurs et merci à notre public. On touche à la fin de cette séance. Je vais passer la parole à Steve. Merci, Caroline, d'avoir modéré la table ronde et merci pour vos perspectives et pour votre travail de programmation. Merci de vous être unis à ce webinaire. L'enregistrement sera partagé par la suite et vous pourrez accéder à tous les enregistrements sur le réseau FSN et sur notre site web. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée.